Voilà, donc bonjour à tous, je suis donc Céline Mandon, je travaille sur la plateforme 3D Fab à l'Institut de chimie et biochimie moléculaire et supramoléculaire à l'Université de Lyon et je vais vous parler donc de l'impression 4D pour l'ingénierie titulaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme 3D Fab, donc c'est une plateforme académique. C'est une plateforme technologique innovante. Nous sommes un regroupement de 3 laboratoires. On a différentes expertises pour avoir une approche interdisciplinaire sur cette plateforme. Donc, on a une équipe de biochimistes, une équipe de chimistes, des physiciens. Et donc, nous travaillons pour le développement de fabrication additive pour la santé. Donc, nous avons une partie de nos financements qui proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis la deuxième partie de nos financements proviennent de projets collaboratifs privés et académiques. Donc notre but est de fournir des solutions de fabrication additive pour l'innovation en santé. Et nous avons un procédé qui fonctionne sur la base des TRL, des Technological Readiness Level. Et nous sommes placés entre la preuve de concept et le transfert technologique. Donc, nous travaillons sur la formulation d'encre, d'impression, sur la modification de machines d'impression 3D pour les différentes applications dans lesquelles nous allons travailler. Et nous essayons de fournir ça aux personnes qui sont intéressées par ces solutions de fabrication additive. Donc sur la plateforme, nous avons un large panel de technologies d'impression 3D qui vont de l'impression de matériaux durs comme des céramiques ou des plastiques durs jusqu'aux matériaux mous comme des hydrogels. Donc dans le cas des céramiques, nous les utilisons pour des substituts osseux, mais également pour le développement de dispositifs de diagnostic environnementaux. Les matériaux de type plastique vont nous servir à faire du prototypage ou alors réaliser des dispositifs fonctionnels pour le développement de systèmes de détection, de diagnostic. On peut faire de la microfluidique et des systèmes connectés. Et puis dans le cas des hydrogels, on va travailler là dans le cas de la 4D que je définirai un peu plus tard et dans le cas d'impression pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative. Donc brièvement, maintenant tout le monde connaît le procédé d'impression 3D. Donc l'impression 3D, c'est une technique de fabrication additive. Donc on va partir d'un fichier électronique de type STL en général et on va utiliser ce fichier pour former un élément couche après couche qui va être qui va correspondre aux paramètres et aux caractéristiques de ce fichier électronique de départ. Donc il y a plusieurs avantages à utiliser ce type de fabrication. Le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir obtenir des formes qui sont complexes, qui vont avoir des surplombs, des trous, des cavités, choses qu'on ne pourra pas obtenir avec des méthodes de fabrication classiques. Quand on a un moule, on ne va pas pouvoir avoir quelque chose qui est perfusé ou qui va avoir un trou complètement fermé. Et puis un deuxième avantage, c'est qu'on va avoir un objet qui va être unique, qui va être personnalisé, et en modifiant le fichier de départ, on va pouvoir modifier l'objet final. Donc, pour le domaine du biomédical, ça va être quelque chose de très intéressant parce qu'on va pouvoir avoir quelque chose qui est complètement personnalisé au patient et avoir un objet qui va correspondre parfaitement à la morphologie d'un patient ou aux besoins fonctionnels de ce patient. Donc, un premier exemple de l'utilisation de l'impression 3D sur notre plateforme pour le biomédical, c'est un projet qui est un projet financé par le FUI, le projet FACIL, qui va correspondre à l'impression d'implants
comme des trachées pour les systèmes respiratoires en silicone. Donc il y a plusieurs challenges dans ce type de projet. Il va déjà y avoir de réussir à imprimer du silicone, de faire des formes très complexes avec ce silicone, et ensuite d'avoir des formes qui vont être complètement personnalisées à des patients, notamment à des enfants, puisque ce genre de prothèses, avec des méthodes de fabrication classiques, vont avoir très peu de tailles différentes, et en général c'est pour les adultes, et il n'existe pas de prothèses qui soient adaptées à des enfants. Un deuxième exemple de l'utilisation de ces procédés d'impression 3D pour la médecine, ça va être la préparation pour des chirurgies compliquées. Donc, dans le cadre de ce travail, on travaille avec un chirurgien pédiatrique, le docteur Frédéric Amery, aux Hospices civils de Lyon. Et on va imprimer pour lui des modèles préopératoires afin de préparer des cas difficiles de chirurgie. Donc on travaille avec une entreprise qui s'appelle Visible Patient, qui va permettre de faire le lien entre l'imagerie biomédicale et le fichier électronique STL qui va nous permettre après d'imprimer la forme. Donc là, on a le cas de l'excision d'une tumeur chez un enfant de 2 ans qui a pu être réalisée grâce à la préparation de cette opération avec le modèle qu'on avait imprimé pour le chirurgien. Là, on a différents cas de formes que l'on peut imprimer pour la préparation de ces chirurgies. On voit qu'on peut avoir des formes qui sont plus ou moins complexes, avec une précision qui va être de très bonne définition, et puis surtout avec le fait d'avoir différentes technologies d'impression, on va pouvoir imprimer différents matériaux et du coup obtenir différentes consistances. Et là aussi, ça va être très important pour préparer ces chirurgies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir ici un poumon qui va être mou, des os plus durs, les trachées, artères vont être entre les deux au niveau de la consistance, et le chirurgien va vraiment pouvoir préparer sa chirurgie avec des objets qui correspondent parfaitement au patient et au cas clinique présent. Dans le cas de ce poumon, c'était une tumeur qui était vraiment placée sous le poumon et toujours chez un enfant. Donc, avant de parler de l'impression 4D, je vais essayer de définir ce concept. Donc, c'est un concept qui a été pour la première fois abordé par Skylar Tibbix en 2013 au MIT. Et il a introduit cette notion en ajoutant la dimension de temps à ces objets imprimés en 3D. Et ces objets vont alors réagir à leur environnement en changeant de forme dans le cadre des travaux de Skylar Tibbix. Donc on a un premier exemple de ces objets en 4D. Donc ici, on a une tige qui va se replier en forme de cube lorsqu'elle est placée dans l'eau. Et donc ce procédé va intervenir pendant le temps, et c'est le temps qui va devenir cette 4e dimension. On a ici des exemples de fleurs biomimétiques, ce sont les travaux de l'équipe de Jennifer Lewis au Wyss Institute à Boston. Et on a également ces objets biomimétiques qui sont issus d'une collaboration entre Nicholas Fung du MIT et de Martin Dunn à Singapour, où là on va avoir un objet qui va pouvoir évoluer en fonction de son environnement. Là, il va réagir à la température, et c'est un objet qui va même pouvoir attraper un autre objet et le relâcher. Tout ça en évoluant selon la température et le temps. Donc, dans notre cas, on a essayé d'élargir cette définition de l'impression 4D et d'ajouter à ces objets imprimés en 3D non plus seulement une capacité physique de changer de forme, mais aussi des capacités chimiques et biochimiques. Donc, on intègre dans des objets en 3D des capacités de catalyse, d'interaction biologique et différentes fonctions complexes. Donc un premier exemple de ces applications en 4D que nous développons au laboratoire, c'est un travail qu'on réalise avec de l'impression par stéréolithographie.
avec cette imprimante qui est une imprimante très simple en open source, qui a une très bonne résolution parce que puisqu'elle va pouvoir imprimer des objets qui vont avoir une résolution de 50 microns en X et Y et de 6 microns en Z, c'est-à-dire pour chaque couche, on va avoir une résolution de 6 microns, donc on va pouvoir obtenir des objets qui sont très fins, très précis. Et on va pouvoir modifier cette imprimante en fonction de notre application et aussi modifier le type de matériaux qu'on imprime. Donc, dans le cas de la quinte D, on utilise beaucoup l'impression d'hydrogel. Donc là, c'est un hydrogel qui est constitué de polyéthylène glycol diacrylate. On va ajouter un photoinitiateur à cet hydrogel et on va pouvoir introduire une protéine, une molécule qui va avoir une activité biologique et le procédé d'impression va permettre d'emprisonner cette molécule dans l'hydrogel dans un objet imprimé en 3D. Donc un autre avantage de cette imprimante, c'est qu'elle utilise un vidéoprojecteur classique pour la polymérisation de l'hydrogel. Et donc on ne va pas utiliser comme classiquement des UV qui risquent de détériorer l'activité biologique de notre protéine. Et donc cette lumière visible va permettre de polymériser le gel et d'emprisonner la molécule à l'intérieur de l'objet en hydrogel. Donc, un premier exemple de ces applications en 4D, c'est un exemple de biocapteur d'immunocapteur, pardon. Donc là, la biomolécule va être représentée par un anticorps anti-EBNP dans ce cas-là, et on va imprimer une forme d'hélice. Donc ici, on a deux hélices, une hélice qui est constituée d'hydrogel standard, sans molécules, et la deuxième hélice est composée d'hydrogel qui contient cet anticorps. Donc là, comme on peut le voir sur la vidéo, les deux hélices permettent de mélanger le milieu réactionnel, et donc on va utiliser un protocole classique d'immunoessai de type ELISA. Donc on va mettre les hélices qui contiennent ou non l'anticorps en présence de leur antigène et avec un protocole classique, on va pouvoir détecter un signal chimiluminescent ou colorimétrique pour détecter la présence de l'antigène, de l'analyte dans le milieu réactionnel. Donc ici, on a utilisé un système de chimiluminescence pour détecter la présence de l'antigène. Et donc, on peut voir sur cette image que uniquement l'hélice qui contient l'anticorps va réagir avec l'analyte dans le milieu réactionnel et détecter sa présence. Donc, on a un système qui a une reconnaissance spécifique, donc qui va permettre de développer un biocapteur pour cet antigène, et une forme qui va aider à faciliter le mélange du milieu réactionnel et à simplifier le protocole, raccourcir le temps de détection, et donc il va avoir différents avantages pour le développement de ce type de biocapteur. Un deuxième exemple d'immunoessai avec ce système d'hydrogel. Là, on a imprimé un tube qui est composé de 3 parties. Donc une première partie avec une résine dure, une deuxième partie qui est constituée d'hydrogel simple, et la troisième partie qui est constituée d'hydrogel avec un anticorps. Ici, c'est l'anticorps anti-CRP. Et donc, on peut voir qu'à l'intérieur de ce tube, on a des alvéoles qui vont permettre d'augmenter la surface active de ce tube et donc d'améliorer la détection de l'analyte dans le milieu réactionnel. Donc, on va pouvoir placer ce tube dans le cône d'une micropipette et utiliser cette micropipette pour réaliser notre protocole d'immunodétection classique. Donc là, on a utilisé un système colorimétrique et donc on peut voir que en présence de l'antigène, l'anticorps va réagir avec sa cible et catalyser la réaction de formation d'un précipité bleu qu'on voit uniquement sur la partie qui contient l'anticorps. Donc on a une détection spécifique de notre antigène dans le milieu réactionnel avec un protocole simplifié et une micropipette. Un autre système de développement de biocapteurs avec ces procédés d'impression 4D, c'est l'utilisation d'enzymes. Donc,
pour ces exemples, on a utilisé un couple enzymatique assez connu dans le domaine des biocapteurs. Il s'agit de la glucosoxydase et de la peroxydase du REFOR. Donc c'est deux enzymes qui vont travailler en cascade et on va pouvoir utiliser la première enzyme, la glucosoxydase, qui va catalyser la réaction de transformation du glucose en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène. Et ce peroxyde d'hydrogène, qui est le produit de cette première réaction, va devenir le substrat de la deuxième enzyme, la peroxydase. Donc en présence d'un deuxième substrat, le luminol, cette enzyme va catalyser une réaction de chimiluminescence, une production de photons qu'on va pouvoir détecter. Donc, cette production de photons sera donc corrélée à la quantité de glucose dans le milieu réactionnel initial. Donc on a imprimé différentes formes complexes avec cette imprimante B9 Creator. On a co-immobilisé les deux enzymes et on peut voir avec un système de détection de type caméra CCD qu'on peut mesurer le signal chimiluminescent, donc la lumière émise par ces objets, uniquement en ajoutant du glucose dans le milieu réactionnel et du luminol. Donc on va pouvoir ensuite étudier la diffusion des substrats dans ces différentes formes et réaliser des mesures cinétiques. Donc, ce système peut aussi être utilisé en séparant les deux enzymes dans des formes complexes. Donc ici, on a immobilisé une enzyme dans un compartiment et une autre enzyme dans un deuxième compartiment. Là, ça va être quelque chose qui va être pratique quand on a des enzymes qui ne fonctionnent pas au même pH. Par exemple, la glucosoxydase a un pH optimal de catalyse de 5,5, alors que la peroxydase du REFOR fonctionne à un pH de 8,5. Donc, on va séparer ces deux enzymes et elles vont pouvoir avoir une activité qui va être la plus performante possible. Donc là encore, on va ajouter les substrats de chaque enzyme, le glucose pour la glucosoxydase et le luminol pour la peroxydase. Et on va pouvoir voir une émission de lumière sur la paroi qui sépare les deux compartiments. Donc on va pouvoir suivre l'évolution de ce signal en fonction du temps et mesurer des activités catalytiques corrélées à ces deux enzymes et à la présence du glucose dans le milieu réactionnel. Donc ensuite, on peut avoir différents types de formes, toujours avec ce même système d'enzymes. Ici, on va avoir deux pièces de puzzle, l'une imprimée avec la peroxydase du REFOR, l'autre avec la glucosoxydase. Et on va voir que quand on replace ces deux pièces l'une avec l'autre, on va avoir une émission de lumière qui va être uniquement au point de contact entre ces deux formes qui sont parfaitement compatibles. Ici, on a ajouté un troisième matériau. On a une surface qui est composée d'hydrogel simple, sur laquelle on a imprimé des petits plots qui contiennent la peroxydase du REFOR. Et puis, d'un autre côté, on a imprimé des petits anneaux qui contiennent la glucosoxydase. Et on voit quand on place ces anneaux sur les plots, on va avoir également une émission de lumière qui est produite uniquement au point de contact entre chaque élément. Une autre méthode d'impression 3D qu'on peut utiliser pour la fabrication de ces biocapteurs, ça va être la polymérisation à 2 photons. Et c'est une méthode d'impression qui est submicronique, donc on va avoir une résolution qui va être de 0,2 microns. Ici, c'est une imprimante qui est développée par une start-up grenobloise, Microlight. Et donc, on va avoir des objets qui vont avoir une taille micronique avec une résolution submicronique qui vont être imprimés dans un large panel de matériaux. On peut imprimer avec des matériaux biocompatibles très facilement, des matériaux qui peuvent être durs ou souples. On va aussi pouvoir imprimer des hydrogels. Et donc, dans notre cas, on va pouvoir ajouter ces molécules à nos hydrogels, mais cette fois, et donc faire le même type d'objet, mais cette fois avec une résolution submicronique. Donc, c'est un procédé qui est basé sur un laser, l'utilisation d'un laser pulsé avec une absorption non linéaire et au
au point focal de photons absorbés, on va avoir un voxel, c'est-à-dire que c'est l'élément d'impression. On va avoir une écriture laser qui va permettre d'écrire dans le matériau et donc d'imprimer dans un matériau liquide. Donc le voxel, on voit qu'il a une forme de grain de riz et c'est ça qui va donner, sa forme va donner la résolution à l'impression. Donc on va avoir une résolution en X qui va être de 0,2 microns dans ce cas-là et en Z de 0,6 microns. Donc ici, on a des exemples des formes complexes qu'on peut imprimer avec cette écriture laser. On va avoir des systèmes d'échafaudage pour faire de la culture cellulaire. Donc à gauche, on a un normocomp, c'est un polymère de type céramique qui va permettre d'avoir des échafaudages durs sur lesquels on va pouvoir cultiver des cellules. Et puis sur la droite, on a une impression avec des hydrogels composés de polyéthylène glycol, de collagène. Et là aussi, on va pouvoir former des échafaudages sur lesquels on va pouvoir intégrer des cellules et avoir des formes microscopiques qui contiennent des cellules. On va pouvoir aussi utiliser cette technologie pour avoir des dispositifs fonctionnels. Donc on peut imprimer des micro-aiguilles, des systèmes de microsphères, là comme on a sur la droite, pour réaliser des systèmes de microfluidiques pour le domaine toujours du biocapteur. Et puis on va avoir des dispositifs fonctionnels comme ces microvalves qui vont avoir une taille de moins de 100 microns et qui vont pouvoir bouger et être fonctionnels comme le permet toute impression 3D. Donc dans notre cas, on a commencé des travaux préliminaires avec le polyéthylène glycol. Donc dans un premier temps, on a introduit dans cet hydrogel une albumine couplée à de la fluorescéine, qui est une protéine fluorescente, et on peut détecter le signal fluorescent dans ces objets imprimés avec cette technologie. On a également introduit une enzyme dans ces hydrogels. Je ne sais pas si on voit très bien le signal. Et là encore, on voit qu'on a la détection du signal chimiluminescent catalysé par la peroxydase du réfort. Et ces travaux préliminaires montrent qu'on n'a déjà pas de destruction de l'activité enzymatique par le laser. Ce qui nous permet du coup d'envisager d'utiliser ces objets pour des systèmes de détection de type biocapteur, mais avec leur échelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envisager d'avoir des systèmes implantables avec des matériaux biocompatibles et donc d'avoir facilement des biocapteurs implantables chez l'homme. Un autre exemple de ce type de procédé pour l'ingénierie tissulaire, ça va être la formation, l'impression de différents tissus. Donc là, on a différentes approches pour obtenir des systèmes vasculaires. Donc je vais vous montrer deux exemples de ces approches pour obtenir des systèmes de vascularisation. Donc on a une première approche où on va coupler deux méthodes d'impression. Une première technique d'impression qui est la technique inkjet, qui va permettre d'imprimer des matériaux durs. Donc ici, on a une plateforme qui est percée de deux tubes, donc qui va permettre de connecter notre objet à un système fluidique. Et on va utiliser l'autre méthode de stéréolithographie pour imprimer un hydrogel sur cette plateforme connectée. Donc, dans cet hydrogel, on va pouvoir introduire une molécule bioactive. Dans ce cas, il s'agit de la fibronectine, c'est une molécule d'adhésion cellulaire. Et donc, en introduisant dans le tube imprimé des cellules, ici on a introduit des fibroblastes fluorescents, on va pouvoir avoir une adhésion de ces cellules dans le tube. Donc ici, sur l'image, on a une coupe de ce tube. Et on peut voir les cellules fluorescentes qui tapissent la lumière du tube. Et donc, on va avoir la formation d'un tube en cellules à l'intérieur d'un tube en hydrogel.
Un autre exemple pour le développement de ces systèmes vasculaires, ça va être l'utilisation d'enzymes. Donc, cette fois, on utilise la thrombine, qui est une enzyme qui va catalyser la formation de fibrines à partir de fibrinogènes. Donc, de la même façon, on va introduire cette thrombine dans un hydrogel. Cette fois, ce n'est pas le substrat qui va diffuser dans l'hydrogel, c'est la thrombine qui va sortir progressivement de l'hydrogel pour aller catalyser la formation de brins de fibrine à l'intérieur du tube. Donc, on a ce tube à l'intérieur duquel on va mettre notre substrat, le fibrinogène. Ici, on a ajouté une enzyme qui catalyse une réaction de chimiluminescence, la phosphatase alcaline, afin d'avoir un signal chimiluminescent qui nous montre la localisation des brins de fibrine à l'intérieur du tube. Donc, sur la dernière image, on voit le tube de fibrine qui est à l'intérieur du tube d'hydrogel. Et donc, c'est dans ce tube de fibrine qu'on va pouvoir, là encore, ajouter des cellules qui vont se développer et former un système vasculaire à l'intérieur d'un tube d'hydrogel. Donc, en utilisant un substrat de la thrombine, on va pouvoir suivre l'évolution de la diffusion de cette enzyme à travers les pores de l'hydrogel et donc adapter les paramètres d'impression pour jouer sur le temps de relargage de l'enzyme et adapter ce relargage à la formation de tubes plus ou moins épais pour avoir des systèmes vasculaires plus adaptés aux besoins. Donc, pour poursuivre ces travaux, on a ajouté des cellules, ici qui sont fluorescentes, à ce fibrinogène, qui fait que les fibres de fibrine vont pouvoir emprisonner les cellules. Et donc, au bout d'une heure, on peut voir qu'on a les cellules emprisonnées dans le système de fibrine. Et au bout de 24 heures, on voit que les cellules se sont étalées et forment un réseau qui montre le développement de ce système vasculaire de manière autonome. Une autre application en ingénierie tissulaire de ces procédés d'impression 4D, ça va être le développement de substituts osseux. Donc, on va partir toujours de nos hydrogels dans lesquels on va intégrer une enzyme. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de la phosphatase alcaline. Et à partir de ces hydrogels, on va obtenir un précipité calcique qui va permettre de mimer le substitut osseux avec une calcification qui va être proche de ces systèmes. Donc ici, on a imprimé un hydrogel avec une forme de tube alvéolé pour mimer un os. On a une partie de l'objet qui contient un hydrogel sans enzyme et la deuxième partie de l'objet qui contient l'hydrogel avec l'enzyme. Donc on voit sur les photos microscopiques qu'après réaction avec les substrats de la phosphatase alcaline, on a une calcification de l'hydrogel qui est représentée par ces couches blanches, alors que l'hydrogel sans enzyme va être nu. Donc on a caractérisé cette calcification en utilisant des méthodes d'imagerie par résonance magnétique en IRM. Donc là on a une séquence d'imagerie en T2 qui permet de voir l'os en noir. Donc on a un premier gel contrôle qui n'a pas réagi avec les substrats de l'enzyme et un deuxième hydrogel qui cette fois a réagi avec les substrats de l'enzyme. Et donc on peut voir dans la partie supérieure dans laquelle il y a l'enzyme qu'on a une calcification qui peut être caractérisée en IRM. Et les données de cette étude montrent que cette calcification est proche des données osseuses qu'on peut obtenir avec ce genre de séquence en IRM. Donc ensuite, pour avoir un substitut osseux qu'on peut envisager de greffer, il faut que ce substitut osseux soit vascularisé. Donc on a couplé ces deux techniques pour pouvoir avoir un substitut osseux grâce à la phosphatase alcaline qui va avoir une vascularisation grâce à la thrombine. Donc on a introduit ces deux enzymes dans l'objet imprimé en 3D.
Et on a fait réagir ces enzymes avec leur substrat pour obtenir un modèle de substitut osseux, donc avec la calcification qu'on voit bien en blanc et la vascularisation à l'intérieur des alvéoles de cette forme bioimprimée. Un autre exemple d'application de l'impression 4D, ça va être la bioimpression. Donc il y a différentes approches de bioimpression. Dans notre cas, on utilise un système dans lequel on va introduire directement les cellules dans l'encre avant l'impression. On va donc avoir un milieu complexe, toujours un hydrogel, dans lequel on va pouvoir intégrer différents types de cellules selon la spécificité du tissu que l'on veut obtenir. Et on va imprimer une forme complexe. Et donc, avec cette forme complexe, donc là, voilà, on intègre des cellules à un hydrogel qu'on va imprimer et qu'on va faire maturer pour obtenir un tissu. Donc, l'énorme avantage de ce système, c'est qu'on va pouvoir avoir des cellules qui vont être dans un état physiologique, c'est-à-dire qu'elles vont être très proches d'un tissu, contrairement aux méthodes de culture classiques en 2 dimensions qu'on peut connaître dans les boîtes de pétri. Et donc, on voit ici que des cellules qui ont été bioimprimées avec cette méthode vont s'étaler et vont former un tissu complexe. Donc, je vais passer. On a différents types d'applications pour cette bioimpression sur la plateforme. Donc, on va peut-être juste finir sur ce projet qui est un projet, le projet Blockprint, qui est un projet qui est financé par la DGA en collaboration avec Labskin Création, qui est une start-up lyonnaise, et le laboratoire IMOPA, qui travaille sur le cartilage. Et donc, on va, dans ce projet, développer des systèmes de bioimpression pour imprimer de la peau et du cartilage directement sur le patient, en utilisant un bioprinter qui est constitué d'un bras 6-axes qui va permettre d'imprimer sur une forme qui n'est pas plane. Donc, on va se baser sur des résultats préliminaires, enfin une étude qu'on a réalisée en collaboration avec Labskin Création sur l'impression de peau. Donc, on a bioimprimer de la peau, les 3 couches de la peau, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Et on voit sur ces images de caractérisation qu'on a toutes les molécules spécifiques de la peau après l'impression qui ont pu se développer grâce à ce système. Donc voilà, il y a le même genre de résultats qu'on a obtenus avec le cartilage. Et donc on a un système qui permet de bioimprimer différents tissus dans un contexte chirurgical du patient. Donc voilà, je voulais remercier quand même toute l'équipe de la plateforme 3D Fab, Christophe Marquette qui est le coordinateur, voilà, toute l'équipe qui est composée d'expertises très différentes, nos partenaires et nos collaborateurs, et puis vous pour votre attention.